Richard, deux acteurs importants en Europe, dont l'un est l'Allemagne. Et le modèle économique de l'Allemagne, tel que je le comprends, repose sur une industrie alimentée par une énergie bon marché. Il est essentiellement à l'arrêt en ce moment, alors que nous parlons. Et la France sombre dans le chaos politique et budgétaire. Donc si l'on considère ces deux pays importants, qui sont littéralement le fondement de l'économie européenne, que se passerait-il pour l'Europe? Eh bien, si l'on ajoute la Grande-Bretagne, qui est sans doute dans un état encore pire que l'Allemagne et la France, et si ce sont là les trois économies motrices, je ne veux pas manquer de respect, mais l'Espagne et l'Italie représentent vraiment un autre type d'économie européenne. Alors, si la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne connaissent les difficultés que nous décrivons, l'Europe est en très mauvaise posture. À moins, et cela rejoint le point soulevé par Michael, qu'en réalité, tout cela ne signifie que nous allons assister à des retraits successifs d'Europe. En d'autres termes, la Hongrie, la République tchèque et d'autres pourraient suivre, pourraient découvrir qu'ils ne peuvent pas et ne veulent pas assumer les risques que ces dirigeants, dépendants de l'Amérique, imposent et acceptent pour l'Europe et son avenir. Même si cela ne semble pas être le cas pour le moment, les changements soudains en Scandinavie qui les ont conduits à rejoindre l'OTAN pourraient s'inverser sans trop de perturbations et aller exactement dans la direction opposée. Ils disposeraient alors de la base nécessaire pour conclure des accords avec la Russie et la Chine qui n'avaient jamais existé auparavant. Permettez-moi d'insister sur ce point. La Russie et la Chine, ou plus largement, l'Alliance des BRICS, représentent désormais une entité économique bien plus vaste et bien plus riche que le G7, les États-Unis et leurs principaux alliés, parmi lesquels le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et même le Japon. Et donc, il y aura de très fortes tentations au sein de l'Europe de conclure des accords avec la Russie, la Chine et les BRICS. Toutes sortes d'accords. Regardez, cela va un peu dans l'autre sens aussi. Laissez-moi vous donner deux exemples. Au cours de la dernière semaine, le dirigeant de l'Arabie Saoudite, qui fait partie des BRICS, a conclu un accord majeur avec les États-Unis. Très bien, c'est fait. En même temps, la nouvelle dirigeante du Japon a attaqué la Chine d'une manière que les dirigeants japonais n'adoptent généralement pas. Que fait-elle donc? Eh bien, elle fait partie de cette dépendance de type européen envers les États-Unis. Et dans son enthousiasme, qu'elle n'a pas vraiment réfléchi, elle provoque la Chine d'une manière qui n'a aucun sens. Et l'ours chinois, ou l'ours russe, lui donne une claque, littéralement quelques heures après qu'elle a fait ses commentaires sur Taïwan. Les Chinois lui font déjà savoir « ça va te coûter cher, ma jolie. Ça ne marche pas comme ça. » Et ils disent la même chose aux Européens. On leur dit la même chose par Orban en Hongrie. « Ça ne marchera pas, ma jolie, » dit-il aux dirigeants européens. « Je ne vais pas sacrifier ce que nous avons ici, une bonne position intermédiaire entre la Russie et le reste de l'Europe. Je ne vais pas sacrifier cela, d'un côté comme de l'autre. Si les Russes me le demandent, je ne le ferai pas. Si vous me le demandez, je ne le ferai pas. » Et pour le moment, il peut se le permettre. Mais ce moment doit aussi être pris en compte par les Européens. Et pourtant, on n'en voit aucun signe. Elle dit « Je vais contourner les limites de l'UMOBER quand Orban menace d'opposer son veto. » Oui, mais M. Orban peut aussi contourner les règles. Et tout le monde le peut. C'est une rhétorique creuse de la part de gens dans une situation désespérée. Je m'attends à de grands changements en Europe, politiquement par la base, dans les urnes. Et à mesure qu'on réalisera que si l'on essaye de renforcer son armée sans la base d'un grand secteur industriel, cette militarisation même exigera d'énormes importations. Et ces importations vont vous coûter cher. Et comment allez-vous les payer?
Vous ne pouvez pas vendre votre matériel militaire. Les Russes, les Chinois, les Américains et les Israéliens ont une longueur d'avance sur vous. Je ne pense pas que ces problèmes aient été réfléchis du tout. Je ne vois aucun signe d'un plan stratégique sur la manière dont cela va fonctionner. Le fait que le gouvernement allemand passe de grosses commandes à l'industrie de l'armement allemande est la première étape. La façon dont cela va se dérouler est ce qu'il faut analyser. Et ils ne semblent pas vouloir le faire. Je soupçonne que c'est parce qu'ils n'aiment pas la direction que cela prend. Ils vont devoir le faire, à mesure que la technologie évolue rapidement. Et comme cette technologie vient des États-Unis, qui disposent encore d'une base industrielle suffisante, ainsi que de la Russie et de la Chine, qui en ont certainement une, ils vont développer leur technologie militaire en fonction de ce qu'ils peuvent réellement faire. Et c'est ce que les Européens ne pourront pas faire, car ils n'ont pas de base industrielle et aucune perspective d'en obtenir une. Alors, comment vont-ils même définir une voie médiane en matière d'armement? Ils vont être un acteur périphérique. Vous savez, les Tchèques vendent beaucoup d'armes dans le monde, et les Israéliens aussi. Mais ce ne sont pas des puissances comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, et ils ne le deviendront pas. Ce sont des acteurs secondaires. C'est ce que les Allemands finiront par être. Un acteur secondaire dans l'industrie mondiale de l'armement. Mais ce n'est pas ce qu'était l'Europe. Ce n'est pas ce qu'ils promettent, explicitement ou implicitement. Donc je vois d'énormes échecs se profiler pour eux, compte tenu de ce qu'ils ont dit. Et je m'attends à ce qu'ils deviennent plus et non moins désespérés. Et si je regarde les 6 derniers mois, je pense qu'il y a beaucoup de signes que ce désespoir est déjà en train d'arriver. Eh bien, Richard, tes commentaires nous ramènent à ce qui a été le principal sujet de discussion au cours des 6 derniers mois. Comment expliquer ou prévoir ce qui va se passer dans l'avenir de l'Europe? Notre approche a toujours été de se demander quel est son intérêt matériel. Vont-ils suivre ce qui augmentera leur richesse matérielle, leur bien-être, leur niveau de vie et leur productivité? Ou bien vont-ils rester dans une dépendance totale vis-à-vis des États-Unis, menant une guerre pour le compte de ceux-ci, sinon jusqu'au dernier Européen, du moins jusqu'au dernier élément de l'économie européenne, à mesure qu'elle se contracte et appauvrit la population? En quoi tout cela est-il compatible avec la démocratie, indépendamment de l'intérêt économique et matériel personnel? Eh bien, je pense que la seule façon pour ce groupe néoconservateur militaire irréaliste de combler cet écart, c'est d'essayer de créer un faux récit, un récit fabriqué à travers les médias publics, les journaux contrôlés par les militaires, les stations de radio, les chaînes de télévision. Cela façonne essentiellement la manière dont les gens perçoivent l'avenir de l'Europe. Et l'astuce qu'ils essayent de jouer consiste à vous faire croire que l'avenir ne concerne pas votre prospérité, ni les moyens de production, ni ce que tu viens de décrire, Richard. Voici les points essentiels. Comment amener les gens à penser à autre chose? L'un des sujets abordés au cours de la dernière semaine en particulier a été les décisions de l'Europe concernant l'intelligence artificielle et le fait que le principal domaine de croissance de l'économie mondiale semble être l'intelligence artificielle, l'informatique et la production de puces électroniques nécessaires au fonctionnement des vastes systèmes destinés à créer l'IA. Tant Fiberkins usage pervsic, Mimi. Les systèmes ont tous besoin d'électricité. C'est l'un des problèmes. Comment diable toutes ces plateformes d'intelligence artificielle et de médias sociaux, des sets magnifiques comme Nvidia,
peuvent-elles construire ces immenses projets informatiques s'il n'y a pas d'électricité pour les faire fonctionner? Et si elles doivent fonctionner à l'électricité, qu'adviendra-t-il des tarifs d'électricité que les consommateurs doivent payer pour chauffer leurs appartements et cuisiner? Eh bien, c'est le même problème auquel l'Europe est confrontée aujourd'hui du point de vue des consommateurs. L'électricité est un problème. Et là encore, nous revenons aux conséquences de la décision de l'Europe de couper son commerce de pétrole et de gaz avec la Russie. L'Europe ne dispose pas de ces ressources. Les États-Unis non plus. La Chine, en revanche, les a en grande partie parce qu'elle a massivement investi dans l'énergie solaire, et cette énergie lui procure un excédent d'électricité pour ses industries d'intelligence artificielle et d'informatique. Les Américains remarquent maintenant que, en effet, cela va être l'un des éléments clés. Mais Donald Trump affirme qu'il a prêté un serment sacré, celui selon lequel l'économie américaine repose sur l'industrie pétrolière et est dirigée par elle. Le pétrole est la clé pour que l'Amérique maintienne la norme de la dollarisation. Nous devons contrôler le pétrole mondial en isolant nos alliés non seulement de la Russie, mais aussi du Venezuela, de l'Iran et de tous ceux qui ne font pas partie de notre groupe. Et donc, parce que nous sommes une économie pétrolière, les États-Unis doivent s'opposer aux accords sur le réchauffement climatique qu'ils ont rejetés et annulés à Paris la semaine dernière, en luttant contre eux, et ont essentiellement coupé l'Amérique de l'énergie solaire, de la capacité des foyers et des collectivités à s'autofinancer dans les régions ensoleillées grâce à l'énergie solaire. Surtout parce que c'est la Chine qui fabrique les panneaux solaires. Alors, tout à coup, je voulais simplement introduire cela comme un élément dans tout cet égoïsme. L'économie mondiale est un système économique unique. Toi et moi avons constamment parlé de cela comme du cœur de toutes nos discussions avec Nima Al-Korshid sur ce site. Et c'est précisément ce qui est laissé de côté, car une fois que l'on prend en compte les intérêts militaires établis, les intérêts néoconservateurs, les intérêts de l'industrie pétrolière et les intérêts nationalistes américains avec leurs satellites européens, tout à coup, on ne peut plus parler de ces choses, parce qu'on se rend compte de l'irréalité de la politique américaine et de la politique européenne qui a été entraînée avec elle. Richard, il me semble que l'Europe est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de dette commune. Une autre frénésie d'emprunt à la manière du Covid, cette fois au nom de l'Ukraine. Oui, eh bien, M. Scholz en Allemagne a un programme très ambitieux d'emprunt de sommes d'argent immenses. Von der Leyen parle d'emprunter au nom de l'Europe, ce qui devient ensuite un fardeau pour tous les pays membres d'une manière ou d'une autre, en lien avec ses avoirs russes. Vous savez, je voulais faire un commentaire sur ce que Michael a dit. On aurait dû en tirer une leçon. Après la Première Guerre mondiale, lorsque vous avez imposé à l'Allemagne une dette de réparation énorme, cela a finalement créé plus de difficultés pour l'Europe que cela n'en a résolu. Et vous avez largement contribué à provoquer la Seconde Guerre mondiale par les conséquences mêmes de la destruction de l'Allemagne et du fardeau d'une dette impayable. Et donc il y a eu cette inflation fantastique de 1923 qui a anéanti les économies de toute la classe ouvrière allemande. Cela les a rendus fous. Je veux dire, ils avaient perdu la Première Guerre mondiale, puis ils ont été ruinés par l'inflation 4 ou 5 ans plus tard, et encore 4 ou 5 ans après, la Grande Dépression de 1929 a frappé. Il n'est pas surprenant qu'une classe ouvrière qui traverse 3 événements traumatisants en 10 ou 12 ans trouve une raison de soutenir un petit homme moustachu venu d'Autriche qui promettait de rendre sa grandeur à l'Allemagne. Nous faisons face à des engagements très très sérieux.
une stratégie dont nous disons ne pas voir comment elle pourrait fonctionner, financée par un niveau d'endettement qu'ils n'ont jamais entrepris auparavant. Et je veux vous rappeler que cela se passe à un moment où les États-Unis sont plus endettés que jamais. Dette publique, dette commerciale, dette des ménages. Vous construisez toute une économie sur une base très fragile de dette massive, ce qui signifie que lorsqu'une récession survient, même s'il ne s'agit que d'un simple ralentissement cyclique, les répercussions de cette récession, quand tout le monde est lié à tout le monde par des réseaux d'endettement, avec leurs dettes dérivées et tout le reste, eh bien vous savez, wow, nous ne prenons pas en compte le risque qu'un tel ralentissement puisse être spectaculaire. Et je trouve cela remarquable, car ici aux États-Unis, malgré le récit du formidable progrès lucratif que représente l'intelligence artificielle, il existe en réalité une inquiétude sérieuse quant à la formation d'une bulle boursière autour de ce phénomène. Une bulle qui pourrait tout faire exploser, un peu comme la bulle Internet de la fin des années 1990, qui a éclaté en 2000 et entraîné des taux d'intérêt historiquement bas, des taux négatifs et toutes sortes de phénomènes étranges qui ont ébranlé l'économie mondiale. L'idée simpliste selon laquelle nous pouvons élaborer ces plans dans un capitalisme sans dessus-dessous, je trouve que c'est une manière extraordinairement dangereuse d'éviter de regarder la réalité en face. Richard, l'Europe ne peut pas emprunter, car cela va à l'encontre des règles qu'elle s'est imposées, limitant les déficits publics à 5% du PIB. Alors que fait-elle si elle ne peut pas emprunter? Elle doit taxer le travail et l'industrie, ce qui réduit les profits et le niveau de vie. C'est pourquoi la structure même de l'U Weber est si autodestructrice. Je pense que la crise que nous voyons aujourd'hui n'est pas simplement une crise militaire en Ukraine. C'est une crise liée au fait que l'UML est devenue mal structurée, surtout en laissant von der Leyen et Kallas la diriger au nom de l'OTAN. L'UPM est-elle vraiment une simple extension de l'armée américaine, du département de la guerre et du département d'État, ou bien la communauté européenne issue de la communauté européenne du charbon et de l'acier? C'est bien là la question. Vous avez également mentionné, à juste titre, le problème pour les États-Unis et le fait qu'un crash se profile. Presque tous les articles du Wall Street Journal et du Financial Times affirment que les investisseurs avisés s'attendent à un crash. Regardez ce qui s'est passé il y a 2 jours lorsque le marché s'est retourné. Le Dow Jones et le S&P 500 ont plongé. Et pourtant, pendant cette chute, il n'y a pas eu de ruée vers l'or, le Bitcoin ou quoi que ce soit de ce genre. L'or et le Bitcoin ont eux aussi été vendus. La raison, c'est que de nombreux grands investisseurs institutionnels ont pris de très mauvaises positions en n'écoutant pas notre émission et qu'ils ont dû couvrir leurs pertes en vendant le seul actif qu'ils détenaient qui n'avait pas baissé, leur or et leur Bitcoin. Et bien sûr, cela a fait baisser l'or et le Bitcoin a maintenant chuté d'environ 87%. Donc, s'il y a un marché baissier, les marchés baissiers chutent normalement de 50% par rapport à leur sommet. Cela signifie que de 48 000 $ pour le Dow Jones, on passerait à 24 000 $. Cela veut dire que les fonds de pension investis dans le marché boursier vont perdre la moitié de leur capital. Nous parlons donc de toutes ces tensions créées artificiellement par toute cette lutte autour de combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, au dernier industriel européen et apparemment peut-être aussi jusqu'au dernier financier américain. Comme l'a dit Malcolm X, les poules rentrent au poulailler.
Je veux rappeler aux gens plusieurs centaines d'années d'histoire européenne, lorsque les Européens se détruisaient militairement les uns les autres, d'abord de manière limitée, puis de façon cataclysmique. La logique, si l'on est militaire, et si le conflit oppose d'un côté les États-Unis et de l'autre la Russie et la Chine, consiste précisément à régler ce conflit militaire entre ces deux puissances. Et ce champ de bataille serait l'Europe. Et à amener les Européens à faire exactement ce que Michael décrit, devenir l'Ukraine du futur. Et ils ne pourront pas l'empêcher. Et ce serait bien mieux, de leur point de vue, que les États-Unis et le duo Chine-Russie s'affrontent en Europe, plutôt que d'avoir à se confronter directement. Et vous savez, je trouve cette perspective terrifiante pour l'Europe. Il y a 2 jours, je ne veux pas conclure sur cette note, mais il y a 2 jours, une salve de roquettes est partie d'Ukraine en direction de la ville de Voronej, en Russie, qui, à ma connaissance, n'avait encore jamais été la cible d'attaques de missiles. C'est en plein cœur de la Russie. Les missiles envoyés étaient des attaques MS américains. Et tout le monde me dit qu'ils ne peuvent pas être utilisés par les Ukrainiens sans la combinaison du savoir-faire des ingénieurs américains et du renseignement américain pour rendre cela possible. Les Ukrainiens ne peuvent pas le faire seuls. Cela signifie que même pendant que toutes ces manœuvres se déroulent, les États-Unis envoient des missiles profondément à l'intérieur de la Russie. C'est, je ne sais pas comment le dire plus fermement, extrêmement provocateur. Quoi que l'on pense de la guerre en Ukraine, et des torts et des raisons de chacun, la décision de l'un des véritables belligérants, c'est-à-dire les États-Unis d'un côté et le couple Russie-Chine de l'autre, d'envoyer des missiles à l'intérieur du territoire de l'autre, à un moment où cette guerre est en réalité déjà en train de s'essouffler. Que ça vous dit-il de l'attitude stratégique face à ces questions? L'écart entre les discussions que nous avons et ce qui se passe réellement, du moins dans l'esprit de ceux qui élaborent les politiques à Washington, est immense. Michael, ton micro est coupé. Vas-y. D'accord. Non, tu es de retour. Tu es là. Richard, c'est vraiment la grande image. Tu as raison. Et je suppose que c'est de cela que parleront nos futures émissions.